Bonjour, je range mon bureau numéro 95. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mars, le jeudi 16 mars 2023, et j'enregistre cette vidéo alors que normalement j'aurais dû être en cours puisqu'on est dans la matinée. Mais le site Tanner est bloqué, vous savez pourquoi, on est dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites, la pseudo-réforme des retraites, qui s'apprête à renforcer très gravement les inégalités dans ce pays et à mettre fin, à entamer encore un peu plus la justice sociale et les acquis sociaux de ces dernières décennies. Donc tout ça est très déprimant et bon voilà, moi aussi j'essaie de lutter à mon échelle. J'avoue qu'hier je ne suis pas allé manifester pour la première fois depuis un moment. Et voilà, j'espère que les mouvements sociaux s'essoufflent un petit peu moins que moi. C'est un peu compliqué en ce moment. Pas trop la forme, pas trop le moral, mais bon, c'est comme ça. Je vais quand même essayer de faire une vidéo que je m'étais promis, j'allais dire que j'avais promise il y a longtemps, mais en fait, c'est surtout à moi que je m'étais promis de faire cette vidéo. Et c'était une vidéo, comment dire, au départ, c'est surtout des livres que j'ai lus l'an dernier, en fait, on va dire autour de l'été dernier, donc ça va faire pas si loin que cela d'un an, donc ça va être un peu compliqué d'improviser avec des souvenirs déjà un petit peu lointains. Mais ces livres sont des recueils de nouvelles ou de textes brefs. Et donc évidemment, depuis l'été, quelques recueils plus récents se sont ajoutés à la pile. Mais à force de dire, ça c'est pour plus tard, ça c'est pour plus tard, ça prend un peu de retard. Et il y a notamment un livre dont je voulais parler, et c'est un peu de celui-là que je vais parler en premier. C'est un livre d'une écrivaine algérienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Linda Chouiten, et qui a écrit 2 romans dont j'avais déjà parlé, le roman des pauvres cheveux et Une valse. Il se trouve que Linda Chouiten est cette semaine en France, alors je ne pourrai pas aller la voir, elle est à Paris pour le salon du livre africain, et elle pourra dédicacer ses livres, dont ce recueil, qui est donc un recueil de nouvelles. Alors la particularité, c'est aussi pour ça que je voulais faire une vidéo, et pourquoi je voulais reparler de ce texte-là, parce que si vous habitez Paris, ou en région parisienne, vous allez pouvoir aller au salon du livre africain éventuellement, et notamment rencontrer Linda Chouiten, qui est très très sympa. Moi, je l'ai rencontrée une fois et depuis, on échange régulièrement par Messenger ou par mail. Et surtout, vous procurez ces livres parce qu'en fait, ils sont impossibles à trouver en France. C'est publié chez Casbah Éditions, donc ça veut dire que c'est une écrivaine algérienne qui est éditée en Algérie, donc c'est très bien d'un point de vue, on va dire strictement post-colonial ou décolonial en l'occurrence. On a une véritable industrie du livre en dehors de l'Europe, mais le problème c'est que comme il n'y a pas de contrat de diffusion avec la France, les livres sont impossibles à trouver en France. Donc je vais vous lire un extrait d'une des nouvelles de ce recueil. C'est un recueil qui contient, je vais essayer de faire ça systématiquement, donc il est sorti l'an dernier, vous l'avez compris, et je regarde s'il y a, justement, vous voyez, c'est là où je réimprovise. S'il y a un sommaire de mémoire, il doit y avoir 7 ou 8 nouvelles, je dirais 8 nouvelles, bon je ne sais plus très bien. Je vais vous lire un extrait de la nouvelle « Les inusables semelles du rêve » et il s'agit bien entendu des grandes manifestations de ces dernières années en Algérie avec un personnage que vous allez découvrir. Je commence à lire à la page 81. Alors aujourd'hui, comme il s'agit non seulement de recueils de nouvelles, de textes brefs, vous voyez, il y en a un certain nombre, mais aussi de textes que je n'ai pas lus récemment. Je vais beaucoup lire et je vais peu parler au sens strict, et c'est peut-être mieux ainsi. C'était pourquoi lui, Wahab, marchait ce jour-là. C'était pourquoi il marchait depuis des mois. Oh, pas le tout premier vendredi, il n'y avait pas cru. Ce peuple paralysé, lui aussi, n'allait pas se relever de sitôt. Ces jeunes qu'il affectionnait malgré tout, bien qu'il ait presque un demi-siècle de plus qu'eux, et bien que cela fasse 5 ans qu'il ne leur parlait plus de Platon et de Nietzsche, ces jeunes étaient déjà vieux. Ils étaient comme les jeans qu'ils portaient, déchirés bien que flambant neufs, et dégringolants jusqu'au bas des reins, sans tonus, sans allure. Ils étaient comme leurs cheveux disciplinés par des armées de gel, insensibles au vent qui invitait à l'orgueil et à la liberté, immobiles, presque morts, ne rêvant que d'un voyage dans l'au-delà ou au-delà des mers. Eh bien, il s'était trompé. Peut-être a-t-on raison de se moquer des philosophes, après tout, car pendant qu'il soliloquait sur l'essence de la liberté, pendant qu'il relisait la pensée de Mill, s'étonnant de ce que cet Anglais jugea certains peuples incapables de se gouverner, lui qui condamnait la tyrannie dans son propre pays, et pendant qu'il approuvait un Sartre affirmant que c'est quand nous sommes face à nos choix que nous sommes le plus libres, pendant ce temps-là,
Les jeunes et les moins jeunes aussi n'écoutèrent que leur ras-le-bol et envahirent les rues. Il s'étonna de les voir beaux et souriants, marchant comme dans une parade martiale tant leurs pas étaient fiers et disciplinés, et pourtant comme on danse tant leurs pas étaient joyeux et aériens, et offrant des roses aux policiers qui les acceptaient un peu gênés, mais avec une lueur évidente dans l'œil. Il découvrit que ces jeunes, qu'il croyait morts, chantaient superbement la subversion depuis des années déjà. Lui qui n'avait pas mis les pieds dans un stade depuis des décennies écouta pour la première fois cette chanson que les supporters d'un club de la capitale entonnaient lors de chaque rencontre. Et il se surprit à fredonner ces couplets qui décrivaient les 4 mandats de la honte et de l'oppression dans ce jargon populaire, ce jargon de jeunes qui n'avait jamais été le sien mais qui soudain lui sembla si beau qu'il en frémissait. Alors, ces vieilles jambes de sexagénaires casaniers eurent envie de sortir à leur tour, de sillonner les longs sentiers de l'espoir. Pourquoi s'était-il entêté à ne voir que les défauts de ses compatriotes? Il y avait pourtant Liès, son propre fils, pour lui prouver que tous les Algériens n'étaient pas corrompus ou sans idéal. Bon, c'était son fils, il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qui lui ressemble. Mais des intègres et des courageux, il y en avait. Comme tous ceux qui ont soutenu son fils et voulu le recruter, des travailleurs aussi, et des rêveurs, et des assoiffés de vrai et de beau. Le vrai et le beau. Mais Platon, si beau mais si austère était-il dans le vrai, lui qui méprisait la poésie et les émotions et rêvait de confier les affaires de la cité au seul jugement d'un sage? Ses cours de philosophie lui revenaient en mémoire à présent, et le silence religieux avec lequel ses élèves l'écoutaient. Ah, ces pauvres élèves, comme il les déroutait avec ses divagations et les rafales de noms et de citations qu'il faisait abattre sur elle. Mais elle le rendait fier, même s'il ne se souvenait pas de leurs noms à toutes. Ah si, de quelques-unes quand même. De Samia Jamari, qui avait hérité de sa passion et qui enseignait la philosophie dans une grande université américaine, de Hadia Nassi, qui avait fait de brillantes études en médecine, mais qui continuait à le saluer chaleureusement à chaque fois qu'elle le croisait en lui disant qu'elle lisait encore les philosophes qu'il lui avait fait découvrir. Même cette pauvre Shahir al-Lahab, que son père avait obligé à quitter le lycée et qui était devenue une obscure couturière, avait fait la une des journaux en occupant une place honorable dans un concours international de stylisme. Je m'arrête là, ça se poursuit sur un passage en italique qui est une longue prise de parole à la première personne du personnage. Ici, monologue intérieur du personnage que l'on a suivi ici avec un style indirect libre. Ce professeur de philosophie à la retraite, et pour signaler en fait que la toute dernière phrase du texte que je viens de lire fait allusion en fait au personnage du roman précédent de Linda Schuiten, Une valse, l'obscure couturière qui avait fait la une des journaux en occupant une place honorable dans un concours international de stylisme. C'est l'intrigue, c'est l'histoire le résumé en quelque sorte du roman Une valse. Donc là, il y a un petit clin d'œil interne aussi dans cette nouvelle avec un univers romanesque, fictionnel, qui dit l'Algérie contemporaine et que Linda Schuiten est en train de construire. Et c'est tout à fait intéressant à suivre. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ces livres, qu'ils soient comme les rêves du titre à votre portée, allez-y. Je poursuis, on va un peu alterner les langues, avec une écrivaine irlandaise que j'ai découvert il y a 1 an et demi à peu près lors d'un séjour à Galway, Nuala Ní Chontuir, je cherche même pas à prononcer correctement son nom. Je vous en ai aussi parlé, alors elle publie depuis quelques années sous son nom anglicisé de Nuala O'Connor. C'est vrai que O'Connor est plus facile à dire pour moi, mais je trouve un peu dommage quand même qu'elle renonce à l'inscription vraiment gaélique de son nom d'autrice. Peut-être qu'elle se vend mieux depuis qu'elle publie sous le nom de O'Connor, sait-on jamais. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles qui fait partie de son début de carrière, 2009. Ça va être son 3e recueil de nouvelles, je crois, Nude. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, celui-là. Donc là, les nouvelles sont encore vives dans mon souvenir. Et en fait, Nuala Ní Chontuir O'Connor, je ne sais pas comment il faut dire, Nuala O'Connor, j'ai été très étonné parce que j'ai acheté en fait son premier recueil de nouvelles. Donc il y a 1 an et demi, ce recueil de nouvelles qui s'appelle The Wind Across the Grass, qui date de 2004.
Et puis ensuite, j'ai acheté d'autres livres d'elle, j'ai lu plusieurs livres d'elle, et j'ai été très très étonné de voir, mais j'en ai déjà parlé la semaine dernière, à propos de Nora, qui est son dernier roman, et dont j'ai parlé dans le Je range mon bureau numéro 94, mais je me répète, c'est pas grave, hein, il vaut mieux répéter les choses et qu'elles soient entendues peut-être à un moment donné. J'étais très étonné de voir qu'elle n'était pas du tout traduite en français, alors que la littérature irlandaise contemporaine fait quand même l'objet d'un vrai travail éditorial, d'un vrai intérêt du lectorat français aussi, donc c'est un petit peu curieux. Alors, comme je commence à devenir un peu militant de Nuala O'Connor, j'ai prêté, alors c'est pour ça que je ne peux pas les montrer, mais j'ai prêté son premier recueil de nouvelles, The Wind Across the Grass, à une amie traductrice, mais aussi autrice d'une très belle thèse de doctorat sur Seamus Heaney, donc très très connaisseuse et beaucoup mieux que moi de la littérature irlandaise, Fanny Quément. Et puis j'ai aussi prêté un autre recueil de Nuala O'Connor, Nuala ni Chonchwer, Mother America, à ma collègue spécialiste d'études irlandaises, Martine Pelletier. Voilà, donc je suis en train d'essayer de faire un peu, de faire bouger à ma modeste échelle autour de Nuala ni Chonchwer O'Connor, appelez-la par le nom qu'il vous sied. Mais voilà, c'est pour dire que s'il y a des éditeurs out there, il y a des nouvelles, il y a des romans, il y a même de la poésie, et c'est une merveilleuse écrivaine. Je vais vous lire le début de la nouvelle qui s'appelle As I Look. Comme le titre du recueil de nouvelles l'indique, il y a une sorte de thème qui traverse un peu la plupart des nouvelles, qui est la question de l'art, en particulier de la peinture, de l'art contemporain, de la peinture, du regard. Et donc c'est un recueil de nouvelles qui quand même thématise beaucoup la question de l'artiste, des figures de l'artiste et du regard. As I Look, déjà dès le titre. The perverse nature of some of the art in here annoys me. It's not that I'm anti-flesh. I love bearskin, but some of the nudes in this gallery are deliberately ugly. Take this one with a distended bum. Why did he, it's always a he, do that to her? It looks like half of her innards have become her outards. There's no way the artist knew a woman with a bum like that. I just don't believe it. I read a slogan once that went something like, do women have to be naked to get into this gallery? Around here, the answer might be yes. Naked and nude are two different things, you know. Naked means unprotected or bare, stripped or destitute. Nude means unclothed or being without the usual coverings. Think about it. There are a lot of nude ladies in this gallery, but are they really naked? I mean, are they actually naked as opposed to nude? Being nude is a beautiful thing, supposedly, but to be naked is to be exposed. I said this to Cam, but he said, shut your face and give your ass a chance, which sounds rude, but you'd have to know him. He says things like that. I don't look especially beautiful with no clothes on. I have a wodgy belly, and I'm not pretty, but because I'm tall and a tad overweight, I have shape. I look like a woman. That makes me happier than you could know. It makes Cam happy too. He likes to ponder my curves. I have friends, women, who have no boobs or hips, and they look as flat and boring as a Dutch landscape. I feel sorry for them. The smells in this gallery, like most, are intoxicating. Fresh paint, cedar woody aftershave, washing powder, hot skin. Galleries turn me on. They are the perfect environment for tension of a sexual nature to erupt between lovers. Cam and I go to a gallery anytime we need a little pep, and then we run home and devour each other good and proper. While we make love, I imagine one of the marble statue men coming to life, Bacchus for instance, with his grapey hair, and Cam thinks of one of those glow-skinned reclining nudes. His nude throws off her shy shackles and opens herself to him. We can talk about these things because we are that little bit avant-garde. Il y a beaucoup d'ironie, de double jeu, de double sens dans ce début de nouvelle et très souvent en fait dans l'écriture et dans la construction des personnages de Nuala ni Chonchwer. En fait, j'aurais pu lire la totalité de la nouvelle parce qu'elle fait 3 pages et demie, mais bon, je veux quand même avoir le temps de faire une vidéo. D'abord, j'ai pas beaucoup de temps parce qu'après, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, malgré tout. Donc, je veux pas que la vidéo dure plus d'1 heure et je veux avoir le temps de vous lire d'autres textes. Par exemple, ici, et ça, je l'avais acheté vraiment au hasard dans une librairie d'occasion dont je parle, je crois, maintenant à chaque vidéo. Il va falloir que je leur envoie un lien vers mes vidéos et peut-être que, je sais pas, j'aurai droit à un livre gratuit, non, je plaisante. C'est le Bibliovore rue Colbert à Tours.
Et donc, c'est un recueil de nouvelles. Alors là encore, je ne vais pas savoir prononcer parce que c'est un auteur slovène. Je ne sais pas comment on prononce le C avec un caron. Le caron, c'est l'accent circonflexe inversé. On parle aussi d'antiflex aussi, ou de hatchek, je crois, pour ce signe diacritique. Et donc, c'est un recueil traduit du slovène par André et Luc Gaille. Et ça s'appelle L'élève de Joyce en français, et ça a été publié aux éditions L'Esprit des Péninsules en 2003, avec le soutien du ministère de la Culture slovène, avec, comme ça arrive parfois quand on achète des livres d'occasion, une dédicace extrêmement minimaliste de l'auteur. Mais il a bien fait de pas se fouler, vu que le bouquin se retrouve chez un bouquiniste assez rapidement. Et puis, malheureusement, il faut dire que ça fait partie d'une collection dirigée par Éric Nolot. Mais bon, ça, il aurait fallu, évidemment, se passer de le dire. Alors, je vais vous lire mince, je m'étais noté. Où est-ce qu'il est ? Je m'étais noté... Et puis, je ne sais pas où il est. Ah si, oui, c'est celle-là. Dimanche à Oberheim. Pas encore dimanche, rien que dimanche matin. 3 scènes, 1 millier de mots. Et le scénario obligé d'une province mélancolique d'Europe centrale. Une place près du Danube, le fleuve a un peu grossi ces derniers jours. Les longues coques des bateaux, avec ou sans remorqueur, creusent l'eau brune écumante quand ils remontent à contre-courant. Mais en descendant, ils glissent rapidement, presque sans bruit. Le vent courbe la cime des peupliers, les acacias blancs balancent leurs grappes dans le vent, quelque part en haut, au fil de l'eau. Il pleut ici, une lumière brumeuse diffuse traverse les nuages. L'orgue de l'église de Saint-Gilles roule sur les pavés, rebondit contre les maisons dont les façades vides ressemblent à une muraille retournée. Les sons puissants se poursuivent en tourbillonnant autour du bâtiment gothique. Il n'y a personne, tout le monde est à la messe. Devant la brasserie abandonnée, de l'autre côté de la petite rue où j'habite, des voitures s'arrêtent. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai jamais prêté attention. Elles s'arrêtent toujours ici. Des hommes munis de mallettes élégantes en sortent et disparaissent derrière une large porte qui doit conduire à une cave ou à un entrepôt. Ici, autrefois, on roulait des tonneaux de bière et on les chargeait sur des chariots. La tour de la brasserie donne par-dessus les toits sur le Danube. J'aimerais bien être là-haut, tout à fait au sommet. Je verrai à quel endroit du fleuve le voile de pluie des nuages bas touche son cours supérieur. Sous la tour, un bâtiment plus petit, abandonné lui aussi. C'était la glacière, explique Fastel. Fastel ne va pas à la messe, jamais. Il ne veut pas qu'on lui dise vous ni monsieur, mais toi, Fastel. Il était au chemin de fer, maintenant il a une boutique de saucisses près de la petite gare. C'est Jadranka de Banja Luka qui fait cuire les saucisses et qui les vend. Tous les dimanches, quand la boutique est fermée, Fastel va boire une bière à l'Aigle Noir, là où on trouve ceux qui ne vont pas à la messe. Il chargeait la glace avec la bière, explique-t-il. Et qu'y a-t-il dans la brasserie ? Rien, sauf qu'ici, devant l'entrée, ici, en 1945, 3 hommes ont été tués. Un obus anti-char américain a atterri ici. Devant la brasserie, une nouvelle voiture s'arrête. Un homme trapu sonne à la porte, il attend, disparaît à l'intérieur. Et où vont ces gens ? Dans la cave. Mais si tu dis, toi, Fastel, qu'il n'y a rien dans la vieille brasserie, mais c'est dans la cave. Au milieu de son large visage, ses petits yeux bruns étincellent de malice. Il demande si j'aimerais savoir ce qu'il y a dans la cave. Oui, viens, dit-il. Et nous traversons la rue. Fastel sonne, dans l'interphone, on entend une voix d'homme. Fastel et lui parlent dans un dialecte que je ne comprends pas. La porte s'ouvre et nous nous retrouvons en haut d'un grand escalier de pierre à la descente raide. Tout de suite, ça sent le soufre, le roussi. Il me semble que j'entends une sorte de crépitement plus fort que si on brisait de grosses branches. Fastel marche avec prudence. C'est un retraité. Nous sommes éclairés par la lumière jaunâtre de la lampe de la cave. En bas, il y a une autre porte. Mon compagnon sonne et elle s'ouvre immédiatement. Maintenant, nous sommes dans une petite pièce. À table est assis un homme tondu. Il lit le journal. Il hoche la tête. Nous pouvons continuer. Un couloir tordu. Et nous entrons soudain dans une grande salle plus éclairée. Ici, c'est subitement plein de ces hommes carrés et tondus, la plupart en gilet et manches retroussées. Sur les tables, les élégants bagages sont ouverts, dedans des revolvers de calibres différents bien rangés, avec leur matériel d'entretien. Schutzverein, dit Fastel, association de défense. Le long des murs sont rangées les grosses pièces, fusils à culasse mobile, Winchester, quelques automatiques. Le crépitement est maintenant plus fort et l'odeur de soufre encore plus pénétrante qu'en haut. Au-dessus de nos têtes plane un nuage bleu-gris qui s'amasse. Sous les hautes voûtes de la cave, il n'y a pas la moindre fenêtre. Les hommes sortent par une lourde porte blindée
et ils reviennent le visage grave. Ils manipulent leurs engins comme des petits animaux avec précaution, souplesse, habileté. Fastel parle avec le trapu qui vient d'arriver, celui-ci acquiesce. Du bar sur lequel il y a une forêt de verres de bière, il tire des casques et nous les fourre dans les mains. Nous sortons par la porte d'où un nuage gris-bleu s'échappe chaque fois qu'on l'ouvre. Au moment où nous la franchissons, on entend un claquement terrible. Un jeune homme tient dans les mains quelque chose comme un pistolet, un Browning, un Luger, ou peut-être un Parabellum. Je mets le casque, Fastel aussi. Ses yeux brillent. Maintenant, tu vois ce que c'est ? Je vois Fastel. Deux hommes avec des pistolets plus petits tirent dans des cibles. Le jeune homme au Parabellum tire dans des sortes de plaques en forme de silhouette humaine. Les unes sont proches, d'autres éloignées. Elles se lèvent et s'abaissent, fuient timidement, disparaissent et ressortent à l'autre bout de la salle. Mais là, ce sont les balles du Parabellum qui tonnent, qui les trouvent. Les murs sont garnis d'une gomme épaisse. Bien qu'il ne dise rien, le tireur est content. Sans un mot, il cède sa place au suivant. Celui-ci a un long canon. Il le pose sur son coude gauche, vise, tire. Fastel me fait remarquer que le tireur atteint chaque silhouette, juste dans la tête, au front. Quand nous nous retrouvons dans la première salle du sous-sol, l'hippopotame carré m'offre une bière, le tondu me demande en dialecte par l'intermédiaire de Fastel si j'aimerais tirer. Je dis que non. L'hippotondu dit que je ne suis pas Hemingway, je dis qu'en effet je ne le suis pas. Le trapu demande si je veux une bière, je dis que non merci. Fastel dit qu'il boira sa bière à l'Aigle Noir comme tous les dimanches matins. Ensuite, le trapu et le tondu engagent la conversation sur les appareils de la salle de musculation. Fastel et moi remontons les escaliers sous la lumière jaune. La fumée bleuâtre s'étire derrière eux. Le crépitement, comme si quelqu'un dans la cave cassait des branches, s'éloigne de plus en plus. Ça sent toujours le soufre. Dehors, c'est une matinée de dimanche. Devant la boulangerie abandonnée en briques, c'est le silence. Le vent courbe la cime des peupliers. Quelque part en haut du cours du fleuve, il pleut. Ici, une clarté brumeuse, diffuse, filtre à travers les nuages. La tour de la brasserie donne sur le Danube au-delà des toits. J'aimerais être là-haut, tout à fait au sommet. Je verrais à quel endroit du fleuve le voile de pluie des nuages bas touche son cours supérieur. Je demande ce qu'il y a dans la tour. Fastel me répond « rien ». Est-ce que je voudrais y jeter un coup d'œil ? Je réponds que non. La rue est tout à fait calme. Nulle part il n'y a d'annonce qu'ici on tire, dis-je. « Lentia », répond Fastel. L'association de défense Lentia. Fastel hausse les épaules et traverse la cour et les potagers qui se succèdent derrière la place centrale pour aller boire sa bière à l'Aigle Noir. La place centrale est toujours vide. Aux orgues de Saint-Gilles s'est joint un chœur puissant, un tédéum lent et ample comme le Danube plane sur la place. Il flotte autour et alentour de l'église, tourbillonne, puis trouve une sortie par le sol à travers le pavé de la place, par la rue, et tout en remontant par les toits d'Oberheim, il se dirige vers l'eau brune. Moi aussi, je descends là-bas, accompagné par ces sonorités, là où, sur le fleuve, le courant emporte prestement un bateau de plaisance, le Theodor Fontane. Quelqu'un est assis le long de la rambarde et observe avec des jumelles les façades de la ville, les peupliers, les acacias d'où pendent des grappes de fleurs blanches. Sur un banc dans le parc, une fille en jean est assise. Ses épaules tressaillent, elle pleure. C'est le printemps et les filles pleurent à Oberheim. Un jeune homme se tient à ses côtés, les mains dans un blouson de cuir, et il dit quelque chose, là, en direction du fleuve, au-dessus d'elle. Il ne me voit pas, bien que je passe tout près d'eux. Ensuite, je m'assois dans ma chambre et je regarde les vagues brunes qui roulent vers la mer Noire. Le soir tombe, les nuages se sont déplacés jusqu'ici, sous ma fenêtre. Quelqu'un siffle, la lumière n'est plus diffuse ni brumeuse, seulement encore un peu incertaine. Ensuite, elle disparaît. La radio annonce les bouchons de la Pentecôte. Sur toutes les routes, elle conseille de ne pas se mettre en route si ce n'est pas indispensable. J'écris ces 1000 mots, peut-être un peu plus. Je vous ai lu finalement en entier la nouvelle Dimanche à Oberheim dans ce recueil L'élève de Joyce de Drago Jančar, pages 115 à 121. Et j'enchaîne directement sur laquelle, tiens, on va continuer à voyager, et dans l'espace et dans le temps, on va aller du côté de l'Argentine et d'un texte classique de la littérature argentine du début du 19e siècle. Là encore, texte acheté il y a pas un an, mais enfin largement plus de 6 mois, je me souviens plus bien, au Bibliovore,
tout petit livre publié aux éditions L'Escampette, L'abattoir, El Matadero, d'Esteban Echeverría. Il ne faut pas se tromper avec la couverture, il n'est pas du tout en bilingue. Il est précédé d'une préface d'Alberto Manguel, qui doit justifier, je suppose, le prix. Je dois avouer que là, je l'avais payé comme c'est au Bibliovore et que tout est à 2,50 €, ça allait. Mais sinon, j'avoue que 12 € pour un petit livre de 60 pages, je trouve ça quand même un peu étrange. D'autant que le texte, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo spéciale nouvelle, fait à peine 40 pages. Il a été traduit de l'espagnol par François Gaudry et Esteban Echeverría a donc écrit un texte allégorique dénonçant la tyrannie, alors je suis obligé de vérifier à chaque fois, la tyrannie installée à partir de 1829 sous prétexte de fédéralisme par celui qui devait devenir un des premiers grands dictateurs, je dis grand, pas du tout au sens noble évidemment, un des premiers grands dictateurs sanguinaires tyrans de l'Argentine moderne, Juan Manuel Ortiz de Rosas. Voilà, j'ai réussi à retrouver son nom dans la fameuse préface d'Alberto Manguel. Alors, la nouvelle est allégorique parce qu'elle métaphorise en quelque sorte la question de la curée ou la question de l'abattoir, le fait d'une course d'un taureau qui s'échappe, qui est attrapé, qui est tué, émasculé par une foule ivre de sang. Et en fait, ça se retrouve en fait décalé sur une vengeance vis-à-vis d'un homme qui passe par là et qui est perçu par la foule un peu lyncheuse des fédéraux comme un représentant des unitaires. Voilà ce que ça donne. Je vous lis un extrait ici de cette nouvelle, un peu plus longue évidemment, elle fait une petite quarantaine de pages, mais vous voyez, ce n'est pas des pages très longues. Je pense que ça fait partie de ces abus éditoriaux, moi ce que j'appelle les abus éditoriaux, d'avoir le dernier Annie Ernaux, par exemple, pour moi c'est un abus éditorial, faire payer 8 € un texte de 25 pages, je trouve ça quand même complètement scandaleux. Bon, peu importe. Matassiete ne parlait pas beaucoup, c'était un homme d'action. Quand la violence, l'agilité, l'adresse à la hache, au couteau ou à cheval étaient en jeu, il ne disait rien, il agissait. On l'avait mis au défi, il piqua des deux et s'élança bride abattue à la rencontre de l'unitaire. Celui-ci était un jeune homme d'environ 25 ans, de belle allure, qui trottait vers Barrancas à 100 lieues d'imaginer le moindre danger, tandis que fusaient toutes ces vociférations de bouche braillarde. Remarquant toutefois les regards éloquents de ces dogues d'abattoir, il porta machinalement la main droite sur les fontes de sa selle anglaise à l'instant même où Matassiete poussait brutalement contre lui le poitrail de son cheval, désarçonnant le jeune homme qui tomba sur le dos, privé de mouvement. « Vive Matassiete !» hurla la racaille, qui fondit sur la victime comme les charognards sur la carcasse d'un bœuf dévoré par un puma. Encore étourdi, jetant un regard noir à ces individus féroces, le jeune homme se dirigea vers son cheval resté immobile non loin de là pour prendre ses pistolets, venger l'affront. Matassiete bondit à sa rencontre, le saisit par la cravate d'une poigne robuste et le jeta à terre en même temps qu'il sortait de sa ceinture son poignard et le lui mettait sur la gorge. Un énorme éclat de rire et des vivats, retentissants, saluèrent cette nouvelle victoire. Quelle noblesse d'âme, quelle bravoure chez les fédéraux, toujours en bande pour fondre comme des vautours sur une victime inerte. « Égorge-le, Matassiete, il voulait prendre ses pistolets, égorge-le comme le taureau !» Canaille d'unitaire, il faut le tondre. Il a un coup parfait pour jouer du violon. Joue-lui du violon, plutôt de la lame. On va essayer, dit Matassiete, qui commença en souriant à passer le fil de la lame sur la gorge de l'homme à terre, tandis que du genou gauche, il lui comprimait la poitrine et de la main gauche lui empoignait les cheveux. « Non, ne l'égorge pas !» s'exclama de loin la voix imposante du juge de l'abattoir qui s'approchait à cheval. « À la maisonnette, qu'on l'emmène à la maisonnette, préparez les pieds de maïs et les ciseaux, mort aux sauvages unitaires, vive le restaurateur des lois !»« Vive Matassiete !»« À mort, vive !» répétaient en chœur les spectateurs, et lui liant les mains dans le dos, au milieu des horions et des bourrades, des vociférations et des injures, ils traînèrent le malheureux sur le banc du supplice, comme les bourreaux l'avaient fait avec le Christ. Donc c'est une scène de lynchage, de vengeance populaire contre rien en plus. Voilà, il n'y a absolument aucun élément déclencheur. Et donc il y a une analogie, je trouve très intéressante et très moderne en fait. Pas extrêmement subtile, mais très intéressante et très moderne
entre le supplice du bourreau, hein, la manière, le supplice du taureau, qu'est-ce que je dis? Le supplice et l'émasculation du taureau, et puis le fait que ce jeune homme qui se trouvait juste passé par là et être perçu comme un unitaire, finit très mal, en fait, il finit tué, comme on peut peut-être s'en douter à cette lecture que je viens de faire. Voilà un classique de la littérature argentine, hein, Esteban Echeverría, cette petite nouvelle, L'abattoir, El Matadero, traduit par François Gaudry. Je ne sais plus si je l'avais dit. Et puis on va refaire un tour, on va revenir plus près de nous, mais pas si loin que ça de l'Argentine. On va monter un peu vers le nord et aller à Haïti, avec un écrivain haïtien contemporain que vous connaissez peut-être, Louis-Philippe d'Alembert, avec ce recueil, Le songe d'une photo d'enfance, publié en 1993 pour la première fois au Serpent à Plume, et repris donc en poche dans la collection Motifs en 2005. Et je vais vous lire un extrait, vous allez voir, très carnavalesque au sens barthinien. Ça parle de merde, en fait, pour le dire, voilà, pour le dire en termes non barthiniens. D'une nouvelle qui s'appelle Délices port-au-crassiennes. Il faut savoir que Port-au-Crasse, c'est le nom fictionnel que d'Alembert donne à Port-au-Prince. C'est relativement transparent. Les gens avaient pris l'habitude de jeter les détritus dans l'océan de rognures qui coulait juste devant leur porte. Les vêtements étaient confectionnés en conséquence. Le matin, on voyait tout ce beau monde aligné sur les toits, en train de se brosser les dents, d'apporter une dernière touche de maquillage à leur beauté, de fixer leurs boutons de poignet avant de commencer la journée. Des échelles avaient été placées par les municipalités à leur intention. Ils pouvaient, pour ainsi dire, en toute tranquillité, effectuer leur va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur des maisons, jusqu'au jour où... Ne vous avais-je pas prévenu, sac à merde? Hi, le chant des oiseaux est parti sous d'autres cieux, et vous ne vous en êtes même pas aperçu. Le soleil a disparu, mais vous avez allumé vos lampes tempêtes. Les nuages ont recouvert les étoiles et vous vous donnez de grands coups sur la tête pour en voir l'intérieur. J'aime Iseux et Iseux même, les vers d'Alfredo et les prophéties de Pont d'Avignon s'entremêlaient, fragmentées. Les gens s'en rendirent compte trop tard. Les portes de la grâce étaient déjà fermées. « Noé, Noé, ouvrez-nous !»« Hi, hi, hi !»« Hors de ma vue, hi, hi !» dit l'Éternel. Adam offrit le premier bouquet de fleurs à Ève. La femme fit le premier cadeau empoisonné à l'homme. Alfredo tenait le général par une main et gardait l'autre sur son cœur pour déclamer ses vers. Un matin, en se réveillant, les salbundés virent leur linteau badigeonné d'une étrange mixture à la fois noirâtre et jaunâtre. Chacun à part soi y passa l'index, le porta à ses lèvres et après y avoir goûté, dit « Tiens, c'est de la merde ». Mais dans son coin, chaque salbundé pensait que cela n'était arrivé qu'à lui. On voit tant de choses flotter au fil de cette mer d'immondices. Elle avait peut-être atterri là par le plus pur des hasards. Et chacun entreprit, dans son petit coin, d'effacer les scatologiques dessins. Le lendemain, on revit les mêmes étranges aquarelles, plus élaborées cette fois-ci. Les gens crurent à une plaisanterie d'un scatophile invétéré. Nouvelle séance de nettoyage. Mais le surlendemain, les croquis reparurent, et ainsi de suite. Dès lors, chacun se mit à surveiller son voisin, et en particulier le couple Folie d'amour. Ces facéties morbides ne pouvaient germer que d'un esprit désaxé. On ne trouva rien à reprocher à leur comportement, sinon les habituels discours qu'ils traînaient dans leur sillage. Seul le vieux comptable à la retraite remarqua une nouveauté lexicale dans leur délire. En vérité, je vous le dis, je suis la mémoire du vieux porc. Gadun caca, répondit Alfredo. Et ils déambulaient, répétant en chœur ou en canon, suivant leur fantaisie l'expression que le professeur, docteur S-Lettres de l'Université de Paris, très coté à Port-au-Crasse, se promit d'analyser pour l'édification de tous les salbundés. Sur tout le territoire, des brigades de vigilance furent déployées qui se relayaient pour monter la garde. Le matin, les stercoros gribouillis paraissaient plus prononcés. On accusait alors ceux qui étaient de faction la nuit d'en être les auteurs ou encore d'avoir dormi pendant leur tour de garde. Les invectives finissaient par des altercations et parfois même par des échauffourées. « Halte là, sac à merde ! Hi 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 !» L'événement le plus inattendu devait venir d'un reportage à la télévision. Le journaliste, parlant d'une voix nasillarde, il avait le nez pris entre le pouce et l'index, comme au premier jour de la guerre des Fatras, qui rappelait celle des zombies ou d'un certain chef d'État d'Amérique centrale, décrivait la situation dans laquelle on avait trouvé le local du parti de Marcel Kokob. Les murs avaient été enduits de matière fécale.
Pendant qu'on écoutait la voix du reporter faisant état de la stupéfaction de M. Kokob, le cadreur tira un gros plan sur le plus gigantesque tas de merde jamais vu d'un seul coup par des yeux humains. Il y avait là, en quantité impressionnante, des spécimens d'excréments de tous les animaux de la chrétienté. Bouse de vache, crottes de chien, crottins en forme de pastilles, fientes de corbeaux, du guano pouvant ensemencer des milliers d'hectares, la chiasse des mouches accourues pour le festin dégoulinait des murs autrefois blanchis à la chaux. Le candidat Marcel Kokob a fait part de son indignation auprès des autorités compétentes qui lui ont répondu. Les formes, plus variées les unes que les autres, défilaient, tandis que la caméra balayait l'ahurissant spectacle. De grosses mèches en accents circonflexes, d'autres plus fines se recourbaient en arc de cercle. Certaines paraissaient des arbres dénudés, mais aux troncs durs et larges. Quand la caméra se fixa sur les défécations de l'homme et du chat réunis, le spectateur reçut en plein visage une décharge pestilentielle qui le contraignit d'instinct à se boucher le nez. La merde avait fait éclater les écrans de télé et envahi les maisons. Marcel Kokob, croyant à des manœuvres déloyales d'un autre candidat, dénonça avec virulence cette profanation d'un lieu vénéré par tout Salbunda, car moi je suis le candidat du peuple et non celui d'une faction à la solde des étrangers ennemis de la patrie. La suite des événements lui donna tort. Les locaux des autres candidats furent barbouillés avec le même talent et le même acharnement. Qui a déshabillé les étoiles dans le petit jour pour les laisser grelottantes de froid? Qui a offert la pomme à Ève? Cupidon a-t-il couché avec Erzulie lors d'une cérémonie vaudou aux Caraïbes? Gad Kaka. Extrait de cette nouvelle d'Alembert, Délices port-ocrassiennes, dans ce recueil de 1993. Et j'enchaîne avec Friday Black, recueil, premier livre publié par Nana Kwame Adjei-Brenyah. Nana Kwame Adjei-Brenyah, qui est, je crois, américain, ouais, c'est ça, of Ghanaian American descent. He graduated, blabla. Ensuite, toujours pareil, on nous donne toujours maintenant les diplômes universitaires des écrivains, ce que je trouve toujours un peu étrange, mais enfin bon, pourquoi pas, comme s'il y avait une forme d'autorisation ou d'autorité supplémentaire avec un diplôme, peu importe. Pourquoi pas. Donc il s'agit d'un jeune écrivain américain d'origine ghanéenne. C'est un recueil qui m'a été conseillé par ma collègue Indiana Lodz, qui prépare une thèse sur les afrofuturismes. Et c'est vrai que la première nouvelle de Finkelstein 5, je vous recommande par exemple celle-ci, sur la question, dans le contexte de Black Lives Matter, elle est absolument épouvantable, je veux dire, de brutalité dans ce qu'elle dit malheureusement de la réalité. En fait, c'est des textes qui partent un peu de la réalité, qui sont en permanence à côté, dans une sorte de décalage qui n'est pas tout à fait surnaturel, mais qui justement certainement relève en fait de ce fameux afrofuturisme. Tiens, je le tiens dans le bon sens, comme ça, voilà, vous voyez, vous avez le nom, vous avez de l'auteur, vous avez le titre, tout ça. Donc voilà, donc la première nouvelle par exemple, elle est vraiment extrêmement marquante, extrêmement traumatisante même, j'ai envie de dire. Et ça n'est pas un extrait de cette nouvelle que je vous lirai, mais d'une nouvelle, peut-être presque la nouvelle centrale. Combien il y a de nouvelles là-dedans? Dans ce recueil, c'est la 5e et il y en a 12. Non, c'est pas la nouvelle centrale. Cette nouvelle s'appelle The Hospital Where. What are you writing? C'est pas le début, hein. Elle commence à la page 67 dans cette édition, et là je commence à la page 73. C'est une nouvelle relativement longue, il faut une dizaine de pages. Donc je vous lis le milieu un petit peu. What are you writing? My father asked. I looked up from my notebook. I don't know, I said, which was the truest thing anyone had ever said. It was still new for me to write in front of my parents or anyone. It felt like announcing I was running for some huge office as a Green Party candidate. Well, what is it about? My father turned towards me and winced as he did. You write a lot now. What do you write about? His curiosity stunned me. I also really had no idea how to answer. What I could never tell my father was that I had given myself to the 12-tongued God. It had happened many years before. We'd been in a house that the bank would soon want back. The nights were dark because the gas and electric company had decided enough was enough. I'd learned that many of the things I loved, the comforts that made me feel good about myself, could disappear very slowly and also suddenly
I'd learned to hate them, to hate others for having things, to hate myself for not. One day, like an angel, the 12-tongued God emerged from the midnight black around me, as mysterious and vital as my own breath. I can give you new eyes, eyes that will work, that won't cry. I can put your hurt to use, 12-tongue said. I can give you what you want. After every other word, it pulled off a mask to reveal yet another beautiful face. Its voice sounded like every voice I'd ever heard speaking at once. I can give you the power to be anywhere, to heal the world, to own time, to turn lies to truth, to make day into night and night into day. I nodded viciously. You will have the power to change everything, to make the life you want. What do I have to do? I asked. You are not yet ready, said the 12-tongued God, revealing a new mask, one that wore a deep frown and jubilant eyes. Then it disappeared. I waited. After we lost the house, we spent a year cramped into a small apartment. Then we were displaced again. The night I saw another pink eviction notice, I prayed to that mysterious being that had found me those years before. 12-tongue appeared again. In the basement we called the home. It smiled and frowned and laughed and cried. It stood in front of me. I watched it closely. As if to impress me, it winked, and where before there had been a hot plate, now there was a stainless steel oven and range. The God laughed, and the hot plate was back, the range gone. I begged on my knees for its power. Serve me, and you will live in a different world forever. I'll do anything, I said. I could feel the skin on my back beginning to sear. I could smell my own burn. Then, prove it. The 12-tongued God opened its mouth and reached a hand in. From its throat, it pulled out what looked like a human hand, but was actually the hilt to a sharp blade, the edge growing from the hand's middle finger. Please, I begged. The God watched me closely. The face it wore had an insane smile and drowning eyes. It held the knife and stared at me. Then it stuck its tongue out and quickly cut it off. I watched its bleeding mouth. For F, said the 12-tongued God, a new tongue growing in its mouth. You will be the same. Please, I begged again. The God handed me the blade. I stuck my tongue out and placed the sharp edge near my bottom teeth. I pulled up and screamed. My tongue fell, and the 12-tongued God reached down and snatched it before it could hit the floor. The pact is made, the 12-tongued God said, and it stuffed its own newly cut tongue into my mouth. I wish I could share what it was like to feel the new tongue weaving into my flesh. I felt the Roman 12 brand into my back. Suddenly I could see in the dark. Day became night. I felt free. Thank you, I said. We'll see, the 12-tongued God said, as it popped my old tongue into its mouth and chewed. Then it disappeared. That night, I wrote my first story. I saw us chained to the new power. I had to stay with the story. Work it harder and harder until it was something greater than I could have imagined. From that day forward, I prayed to 12-tongue every night and every morning, asking for more tongues, for sharper tongues. When I didn't write, my brand pulsed and ached. When I wrote badly, it screamed fiery chords. But then when I made sentences that lived, it quieted, and I could feel my ability growing. Still, I craved more tongues, new worlds to live in, and more power to change the one I was now, the one I was in now. I loved it. It was very lonely. Puis ça continue, plus exactement, là, il y a une pause, ça revient, on revient à la question du père. What kind of stories do you write? My father asked again. Donc on revient dans la réalité. Bon, à voir, réalisme magique, afrofuturisme. C'est un texte compliqué. Enfin, cette nouvelle de Hospital Wear est un texte compliqué, mais le recueil est vraiment très très beau. Bon, je regarde la 4e de couverture qui est pas très parlante, on va dire. Bon, je suis pas sûr d'avoir été tellement, moi non plus d'ailleurs. On enchaîne avec, tiens, 2 textes africains pour continuer, de nouvellistes africains.
Beaucoup d'écrivains hommes cette semaine. Pas de parité cette semaine, c'est pas, voilà, c'est comme ça. C'est pas si souvent que ça qu'il y a un pareil déséquilibre, mais enfin là, il y a un vrai déséquilibre. Et là encore, traduit, on est dans de la traduction. Vous reconnaissez sans doute, si vous me suivez, un livre des éditions Dodovol, Lance-Pierre de Swamieli Andriamananjara. J'ai certainement estropié son nom. C'est un recueil paru en 2020 et ce sont des nouvelles traduites du malgache par le co-éditeur des éditions Dodovol, Zohar Ravaloson, qu'on ne présente plus. Et je vais vous lire un extrait de la nouvelle Crampe du poète. Mais voilà, c'est des nouvelles très très diverses en fait. Il n'y a pas réellement, je trouve, dans mon souvenir, une tonalité dominante. Il y a certainement un côté un peu poil à gratter, un peu satirique, un peu détaché aussi, un peu presque un peu je m'en foutiste, mais pour moi c'est plutôt un compliment, je veux dire, dans l'écriture, dans cette espèce de regard un peu extérieur, un peu distancé. Satirique serait certainement un mot, une catégorie plus littéraire, plus conforme à mes diplômes, blablabla, on s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà, il y a 11 nouvelles, je suis en train de regarder, et la Crampe du poète, est la 9e de ces 11 nouvelles. Je vous en lis seulement un extrait dans la traduction de Zohar Ravaloson. Trop de fioritures, style grandiloquent peut-être, notre poète suffoqua. Il ouvrit précipitamment la fenêtre du séjour et aspira le bel air de la nuit. Puis s'ingénia à dissiper la fumée avec ses mains en éventail de peur que son adorable aimé ne boude à l'étage en sentant le tabac mentholé qu'il avait acheté le matin chez le Chinois, lequel vendait aussi de succulents pains hachard et pains pâtés en face de l'Indien qui vendait, lui, des saucisses de porc assaisonnées d'ail égyptien. Il s'arrêta un instant, se demanda pourquoi on disait l'ail égyptien. La question difficile tournoyait dans la tête du poète à la recherche d'une réponse. Comme c'était un peu flou, il plongea à son habitude dans Google. Le poète Saint-Conneur recensa toutes les connaissances possibles concernant l'ail égyptien. Les réponses qui lui parvenaient ne le satisfaisaient pas vraiment. Il sonda l'espace, ce qui pouvait ou ne pouvait pas être, puis en profita pour chercher les sites web qui citaient son nom. Le moteur de recherche annonçait 534 occurrences à propos d'Ibouni MC. Il se souvint déçu qu'une semaine auparavant, cela s'élevait à 602. Son visage s'assombrissait, son front se plissait. Mais que fait donc Google ? La question difficile et avide de réponse tournoyait dans la tête du poète. Il sentit ses épaules lui peser, les muscles de son dos se tendre. Une toux sèche secoua le maître des séants, poète du 3e millénaire, Saint-Conneur. Une douleur vive semblait lui piquer la poitrine. Il ne se hasarderait pas à le dire à sa Blanche qui dormait à l'étage. « Je dois vraiment arrêter la cigarette. J'arrêterai dès que j'aurai fini le paquet acheté ce matin. » Devait-il dire ce matin ou hier matin ? Cette question commençait à tournoyer dans sa tête. Heureusement, une voix lui intima de ne pas perdre le temps avec ces histoires sans intérêt. « Disons que c'était hier, décréta-t-il. J'arrêterai de fumer dès que j'aurai fini le paquet d'hier. J'arrête dès ce matin au réveil si je suis en pleine forme. Ma Blanche Colombe sera ravie si j'y arrive. » Lance-Pierre aux éditions Dodovol, et pour commander ce livre, comme les autres livres des éditions Dodovol, vous allez directement sur le site des éditions, c'est plus simple que par la librairie, vous commandez directement auprès de l'éditeur, voilà, qui vous enverra peut-être un joli marque-page, avec peut-être, on ne sait pas, une jolie dédicace. Peut-être, on ne sait pas. Merci à Sophie, qui est la coéditrice, Sophie Bazin, la coéditrice Dodovol. Et je vous avais montré ce livre-là, le tout dernier livre paru du très très grand, de l'immense écrivain mozambicain Miyakoto. C'est Le chasseur d'éléphants invisibles en portugais, pour faire genre, O Caçador de Elefantes Invisíveis. Et c'est sorti en 2021 et donc en 2023, ça vient de sortir, janvier 2023. Aux éditions Chandaigne. Alors les livres de Miyakoto, si vous ne savez pas par où commencer, c'est relativement simple en fait. Tous les romans sont traduits aux éditions Métellier et toutes les nouvelles, à ma connaissance, aux éditions Chandaigne. J'ai peut-être raté un ou deux recueils. Il y a un recueil qui pour moi fait partie des plus beaux livres, qui est Le fil des Missangas de Miyakoto et qui est sorti chez Chandaigne en 2010, je crois, de mémoire. Et j'adore ce livre. Et donc je lis pas tous les livres de Miyakoto, mais enfin pas loin quand même.
En traduction, parce que voilà, j'ai beau faire le malin à essayer de parler portugais avec un accent pas bon, je lis pas le portugais quand même. Je le lis, je le lis pas suffisamment, voilà, pour me lire des nouvelles toutes seules comme ça. Je peux lire de la poésie, mais c'est mieux quand il y a la traduction en face, quand même. Donc Le chasseur d'éléphants invisibles, nouvelle traduite du portugais Mozambique par Elisabeth Monteiro Rodrigues. Et donc, je vais vous lire la nouvelle La Faute. Alors, c'est des textes toujours très brefs, les nouvelles de Miyakoto. Je ne sais pas s'il ne les publie pas dans des journaux, en fait, s'il n'y a pas une sorte de format comme ça où il est contraint un peu, parce que c'est vraiment des... Tiens, si vous regardez la table des matières, c'est un recueil qui fait 150 pages. Et vous voyez là le nombre de nouvelles qu'il y a. J'aurais dû préparer ça avant, 9, 12, 15, 18, 21. Ouais, vous voyez, 25 nouvelles sur 150 pages. Donc, on voit bien, on est à peu près à 6 pages en moyenne. Et donc, je vais vous lire, j'avais perdu la page, La Faute. Son père le traitait de bourrique et le petit garçon souriait. Il traitait son épouse de pute et son fils souriait à nouveau. Il pensait que le garçon réagissait ainsi, placidement, à cause de son bon caractère. Avoir bon caractère, de nos jours, est une autre façon d'être bête. Mais ce n'était pas son caractère, c'était un défaut. Quand son père le traitait de bourrique, le petit garçon entendait barrique. Et quand sa mère était insultée, il transformait l'insulte en silence. C'était là sa sagesse muette, le meilleur moyen d'éviter un conflit et d'entendre mal, ou de mal entendre, qui est encore plus difficile. Le petit garçon procédait des deux façons, et on dit qu'il en arrivait au point d'accueillir l'offense comme un cadeau, et il avait raison. Y a-t-il mieux en ce monde qu'une barrique en argile ? Quoi d'autre pourrait réunir en même temps la terre et l'eau, la main, la soif et la cruche ? Ce n'était pas l'unique défaut du garçon. En vérité, le petit garçon n'avait que des vertus qui ne servaient à rien. Par exemple, il entendait mal la voix humaine, mais il savait s'y prendre pour entendre les animaux. Un jour, il se mit à imiter le chant des oiseaux, et il le faisait avec tellement d'aplomb que son père eut une idée, il mettrait son fils à profit. Et il en alla ainsi. Le petit garçon se mit à gazouiller sur commande. Son père exhibait le garçon à travers la ville, et les gens achetaient des gazouillis. Même quand il réclamait le chant d'un oiseau inexistant, le garçon finissait par y répondre. Il fermait les yeux, restait un temps silencieux. Soudain, les yeux toujours fermés, il redressait son cou et la tête levée, il imitait le chant commandé. Sans le savoir, le petit garçon agrandissait la création ailée de Dieu. Et l'affaire était tellement juteuse que le père, contre la volonté de la mère, retira son fils de l'école. La mère décida de s'enfuir avec son petit garçon. Son mari l'agressa. Et il en fut ainsi pendant des jours sans fin. À chaque fin de matinée, son fils rentrait épuisé. Et il ne lui restait plus d'âme, si ce n'est pour se nicher et s'endormir dans les bras de sa mère. Un jour, pendant qu'elle le tenait dans ses bras, la mère remarqua parmi l'épaisse chevelure une touffe discordante. C'était un duvet qui petit à petit était devenu une plume. C'était sa première plume. Le soir, la femme avoua à son mari son appréhension. Son époux était peut-être allé trop loin dans ce commerce insolite. « Tout est commerce en ce monde », décréta son mari. « Regarde ma femme, prends le cas de notre mariage, fais les comptes à notre vie. » Et il ajouta avec la gravité d'un policier qu'il y avait des intérêts qu'elle ne parviendrait jamais à payer. C'est ce qu'il dit. Et il fait remarquer comment il l'avait sauvée de la misère et sortie de la rue pour l'abri d'un foyer. L'épouse sourit. Cette rue noctambule qu'il condamne autant est l'endroit où elle fut la plus heureuse. Et elle se souvient avec regret de la misère dont il l'avait sauvée. Le mariage, que son mari voyait comme un don, était pour elle une condamnation éternelle. Si son fils avait décidé de mal entendre les mots, elle avait choisi de ne pas s'écouter elle-même. Ce petit garçon tordu et maladroit était son unique salut. Au cours de l'une de leurs disputes, la mère demanda à son mari de modérer le ton de sa voix. Elle ne voulait pas que son fils soit au courant de cette altercation. « Ton fils, réagit le père, n'est plus une personne. » La mère leva les bras en implorant, elle ne voulait pas écouter. Son mari avait raison, le petit garçon comprenait encore une seule voix humaine et c'était la sienne. La nuit suivante, la mère entendit un bruit dans la chambre de l'enfant. Quand elle ouvrit la porte, le petit garçon secoua les bras et sa mère entendit le bruissement des plumes qui couvraient déjà tout son corps. Un sifflement vide s'échappa de sa bouche. L'enfant prenait définitivement congé de la parole. Dans la pénombre, la mère confirma alors comment son fils perdait ses traits humains. Les lèvres s'étaient durcies et elles formèrent une sorte de bec. Les ongles s'allongèrent étroits et courbes. La mère fit le signe de croix. Il vaudrait mieux, pensa-t-elle, que le père ne surprenne pas son fils dans cet état. Il tirerait avec son fusil de chasse et il resterait de son enfant un nuage de plumes.
Ce qui arriva ensuite se raconte en 2 lignes. Les ailes du petit garçon s'ouvrirent prodigieusement pour confirmer qu'il s'était métamorphosé en rapace. Et il s'envola à travers la maison, maître de ce ciel domestique. À ce moment-là, le père se réveilla et constata en panique qu'il faisait plus sombre dans sa chambre que dans son sommeil. Il sentit une huile épaisse couler sur son visage et il comprit. Ses yeux avaient été dévorés. Il courut à travers la maison, aveugle, implorant de l'aide. La mère avait sa valise prête. Si le mari en avait été capable, il aurait vu sa femme quitter la maison, son bagage à la main, et sur son épaule, un majestueux rapace. Sur le visage de la femme, on entrevoyait le lumineux sourire de la vengeance. Et ceux qui virent disent, et il y en a toujours qui jurent avoir vu, qu'il y avait un petit garçon qui courait joyeusement aux côtés de la femme. La faute, tirée de ce recueil qui vient juste de paraître en traduction française aux éditions Chandaigne, de Mia Couth et traduction d'Elisabeth Monteiro Rodriguez. Et comme il reste 5 minutes, un petit peu moins, pour boucler 1 heure de lecture, je vais vous lire un extrait d'un livre que je n'ai pas fini de lire, que je suis en train de lire, pardon, mais on n'est pas exactement dans les nouvelles, même pas du tout, ni dans des poèmes, on est dans des textes brefs, dans un texte suivi. Azélie Fayol, qui a présenté ce livre lors d'un entretien en fait assez long que je vous invite à aller voir sur sa chaîne Un grain de lettres, disait dans son entretien avec Stéphanie Garsanti que ça la faisait un petit peu penser à Sens unique et à Enfance berlinoise de Walter Benjamin, et je vois ce qu'elle veut dire en fait. Moi ça me fait penser à d'autres textes, mais je ne vais pas commencer à faire du name dropping. Je pense que je reparlerai de ce texte parce que là je ne vais pas le ranger tout de suite, donc il ne rentre pas techniquement dans Je range mon bureau, parce que tous les autres, maintenant que je vous en ai lu des extraits, ils vont aller sur les étagères, on peut les prêter pour les personnes que je vois en vrai. Évidemment, tous ces livres-là, s'il y en a qui vous intéressent, je peux les prêter. Celui-là, je ne vais pas le ranger tout de suite. Tiens, si j'essaie de mettre la ligne là, vraiment à la verticale, à l'horizontale, pardon, c'est pas évident. Bien, peu importe, c'est pas grave. Jolie maquette d'ailleurs des éditions Cambourakis. Donc ce texte, Petite Nature, Stéphanie Garsanti, ça vient juste de paraître dans la collection Sorcière aux éditions Cambourakis. Et je vais vous lire, mais j'aurais pu en lire d'autres. J'ai été tenté, je serais tenté de tout vous lire, en fait, de vous lire Féminité du bois de Vincennes, par exemple, de vous lire les premiers textes aussi, et je vais vous lire un texte qui s'intitule « Le Pan se plaignant à Junon », Jean de La Fontaine, 1668, et dans lequel on a le texte de la fable, suivi d'un texte de Stéphanie Garsanti. Allez, je vais vous lire le poème de La Fontaine et le texte en écho, c'est le cas de le dire, de Stéphanie Garsanti. J'espère que je prononce bien son nom, d'ailleurs je ne sais pas, mais on se suit sur Facebook depuis quelques jours, donc elle pourra me corriger. Le Pan se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, et lui seul l'honneur du printemps. Junon répondit en colère. Oiseau jaloux et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? Toi que l'on voit porter alentour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soie, qui te panade, qui déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire. Est-il quelque oiseau sous les cieux, plus que toi, capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété, nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Je ne suis pas un oiseau. Je n'ai pas de qualité remarquable. Rien de spectaculaire, rien de singulier, de particulier. Je suis moyenne, dotée de rien, rien de spécial. De constitution fragile, tout me prend du temps, rien n'est facile. J'ai une petite santé et je n'ai de facilité pour rien. Seulement un petit drapeau noir qui s'agite à l'intérieur. Chaque soir, quand le parc est fermé, j'aime bien marcher dans l'aboi ou courir au bord des grilles
pour vérifier si mes pans sont encore là. Il me faut quelques minutes seulement pour parcourir le kilomètre qui longe le parc. Pour l'instant, presque toujours, je finis par les entendre brailler. Ils font toc quand ils sont inquiets. L'un fait pic-pic quand il a fini ses pop-corns. Un lion, très particulier quand il s'envole. Les jeunes font des tas de sons étranges avant de trouver leur léon. Ils ont aussi un petit cri avant la pluie. Les femelles font pouet-pouet-éon, parfois un son très proche du léon. Elles feulent comme les chats si on approche leur poussin. Elles grognent pour empêcher les autres de venir près de leur nourriture. La 33e feuille montre 3 pans morcelés. D'abord 2 sans queue, puis 2 queues sans corps et un autre coupé en 3 par 2 piliers. Ils semblent s'ignorer et ne pas voir qu'ils sont enfermés par un grillage numéro 1, une structure métallique quadrillée sur laquelle se déploient les mailles tissées en losange avec des fils torsadés 2 fois. Une grille numéro 2, ils sont enserrés entre 32 feuilles à gauche et 52 à droite, plus une couverture noire plus rigide, et encore enserrés parmi un tirage dans un exemplaire entre 1 et 50. Toutes ces pages qui font tourner le cerveau. J'entends toujours, ce soir, au loin, le léon de mon pan qui se plaint encore. Un des textes de ce livre qui vient juste de paraître, le premier livre de Stéphanie Garsanti, Petite Nature chez Cambourakis. Et c'est ainsi que je clôt cette séance de lecture d'extraits de nouvelles ou de nouvelles en intégralité. Il y avait quand même la bagatelle de 9 livres et j'ai réussi à tenir dans l'heure, ce qui n'est pas si mal que ça. Bonne semaine malgré tout.